Huitième vidéo d'analyse géopolitique sur cette chaîne. Bon, ben on avance un petit peu, hein. J'espère que je m'améliore un petit peu. Bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on va y arriver. Et ben, donc je vous remercie d'être là, et puis donc on va commencer, parce qu'il y a quand même pas mal de petites infos intéressantes. Je voulais d'abord vous rappeler, vous remémorer ce discours de Lavrov à l'Assemblée de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères russe, qui était vraiment un discours très intéressant et que je vous conseille vraiment d'écouter. Je vous mets en description de la vidéo et aussi en commentaire pour que vous puissiez l'écouter, le voir, cet extrait, parce que c'est vraiment très fort. Il y a pas mal de vérités. On comprend mieux pourquoi l'Occident collectif, comme l'appelle Lavrov, voudrait lui interdire les visas pour l'empêcher de voyager, pour aller s'exprimer et de porter sa voix dans les instances internationales. C'est assez dérangeant pour eux. Il dit pas mal de vérités qui est intéressant d'écouter. Vraiment, je vous conseille de l'écouter. C'est juste en dessous. Voilà, et bon, donc, bon, voilà, il dit des choses vraiment, bon, comme je vous l'ai rappelé, il conseille aux Ukrainiens, donc, enfin, du moins, il rappelle que les Ukrainiens enfin, pas les Ukrainiens, Zelensky a déclaré il y a maintenant, je crois, presque un an, c'était en 2021, c'était donc bien avant le conflit, que tous les gens qui se sentent russes et qui sont russophones et qui se sentent russes doivent quitter l'Ukraine. Donc bon, bah voilà, les russophones d'Ukraine lui ont répondu donc, en organisant ce référendum, et puis bon, voilà, ils vont décider de quitter l'Ukraine, mais évidemment en prenant avec eux leur territoire historique. Voilà. C'est ce que peut-être n'avait pas prévu Zelensky. Donc voilà, et puis bon, d'autres petites remarques très intéressantes de Lavrov. Sinon, on va reparler des référendums. Alors bon, on a quelques chiffres sur la participation, par exemple. Bon, bah, hier, c'était donc des chiffres qui sont sortis hier. Ils sont susceptibles d'évoluer puisque le référendum se termine que le 27. Donc, sur la région de Kherson, on avait 31,79% de participation. Sur Zaporozhye, 35,4%. Sur Donetsk, 55,5% de participation. Et sur Lugansk, 45,86% de participation. Et puis, on a aussi un sondage sorti des urnes, bon, qui est assez clair, hein, qui nous donne a priori quelque chose comme dans les 92% pour l'unification à la Russie. Voilà. Donc on aura les résultats complets le 27 septembre. On sait que le 28, l'Assemblée russe votera pour l'inclusion de la Fédération de Russie. Le 29, ce sera le Conseil de la Fédération de Russie qui votera. Et le 30 septembre, normalement, le président Poutine fera une allocution à l'Assemblée fédérale pour annoncer la réunification des 4 régions à la Russie. Bon, qui ne fait absolument aucun doute, évidemment. Voilà, et donc ça progresse. Les référendums se passent très bien. Il y a actuellement 1000 observateurs internationaux sur place, ce que vous diront pas les médias, évidemment. Ils vous diront qu'il n'y en a pas, puisque évidemment ce ne sont pas des observateurs internationaux de l'Occident collectif, hein, pour reprendre cette expression excellente de Sergueï Lavrov. Non, ce sont des observateurs venus d'autres pays que le G7, hein, évidemment. Donc ça ne vaut rien, ça n'a pas de valeur, et ces référendums sont une parodie. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous répète. Bon, c'est assez troublant de constater que si ces référendums sont une parodie et que les habitants de ces régions sont obligés de voter avec le fusil sous la tempe par des soldats russes, pourquoi les Ukrainiens essayent de les intimider en bombardant des cibles civiles sur Donetsk, sur Melitopol, etc., comme ça a été le cas. Et là, d'ailleurs, encore, donc le 25 septembre, l'Ukraine a lancé 2 missiles sur un hôtel de Kherson où séjournent des journalistes. Ça a fait 2 morts parmi les journalistes, plus un député de la Rada centrale de Kiev, qui était sur place, qui était dans l'hôtel, et qui est mort aussi. Alexei Zouravko. Alexei Zouravko, député ukrainien, qui est décédé donc dans cette attaque
qui a consisté à un lancement de 2 missiles sur un hôtel, bon, une cible totalement civile, une cible absolument pas militaire, où séjournaient les journalistes et où évidemment il était absolument connu de tous que c'était un hôtel où séjournaient les journalistes. Bon, il y avait des journalistes de RT, des journalistes évidemment, des journalistes qui séjournaient du côté russe, c'était pas évidemment les amis de l'Occident collectif. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi on tire sur des journalistes? Apparemment, ça n'a pas l'air de trop déranger les journalistes occidentaux qui parlent sur LCI ou LCU plutôt, la chaîne ukrainienne en France, ou BFM TV. Ils n'ont pas l'air de s'en offusquer outre mesure. Pourtant, c'est bien ce que l'Occident collectif fait à des journalistes. Voilà, à réfléchir. Alors sinon, on a comme info, on a aussi une déclaration d'Arestovitch, le conseiller spécial de Zelensky, qui parlait de la mobilisation donc, des réservistes russes et qui disait que disait donc que l'Ukraine avait 5,5 millions de réservistes potentiels qui étaient mobilisables. Donc apparemment, bon, c'est un puits sans fond, hein, l'armée ukrainienne, c'est un puits sans fond où on peut mobiliser indéfiniment. Moi, je crois pas que ça marche comme ça. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur cette capacité à envoyer des gens à la mort comme ça, indéfiniment, sans aucun frein, sans aucune limite. Je pense que tout ça ne peut pas durer vraiment très longtemps. Voilà, à suivre, hein. Je peux me tromper, hein, mais à suivre. Et puis bon, bah, sinon on peut parler aussi des fameux drones iraniens qui ont été vendus donc par l'Iran à la Russie. Et vendus, pas offerts en cadeau comme les canons César français à l'Ukraine ou les HIMARS à l'Ukraine par les États-Unis et donc les canons César par la France par exemple, qui ont été offerts aux frais du contribuable, hein. C'est vous qui payez, hein. Là non, là l'Iran les a simplement vendus, l'Iran est neutre, l'Iran se considère neutre dans cette histoire et je pense que c'est la réalité. Elle a donc vendu ces drones qui sont très très efficaces, très efficaces, peut-être même que là on a le vrai game changer, puisque on nous a bassiné pendant longtemps avec le game changer des armes occidentales. Alors ça a été d'abord les drones Bayraktar turcs, et puis ça a été autre chose, et puis les HIMARS américains, puis je sais pas, les canons César, tout ce qu'on veut. Enfin, puis à chaque fois, on n'a pas vu vraiment de changement dans le game, hein. Ça n'a pas vraiment. Mais là, apparemment, là, quand même, on voit, puisqu'en fait, Zelensky, donc suite à donc une attaque avec ses drones iraniens sur Odessa qui visait des cibles militaires, hein. Là, on n'est pas sur attaquer des hôtels avec des journalistes. Là, on est sur des cibles militaires, avec des bases, avec des armes, des munitions, etc., qui ont fait énormément de dégâts donc, sur des cibles militaires à Odessa. Ça a mis notre ami Zelensky dans une colère et dans une rage folle, et il a décidé d'expulser les diplomates iraniens de l'ambassade d'Iran à Kiev, à cause de cela. Alors évidemment, ça paraît complètement... ça paraît complètement disproportionné, mais ce sont les méthodes de Zelensky, quoi. Donc voilà, bon, c'est notable. Puis sinon, bah, en Russie, on peut noter que Poutine a signé un décret exemptant les étudiants de la mobilisation. Donc les manifestations contre la mobilisation des réservistes vont avoir du mal à s'organiser dans les amphis des facs en Russie, puisque les étudiants sont exclus de la mobilisation partielle donc, des réservistes. Donc probablement ça sera plus compliqué d'organiser des manifestations. Voilà. Bon, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, et puis je m'excuse de ne pas avoir été là hier, mais je peux pas faire une vidéo par jour, c'est un peu difficile. Ça me demande quand même un petit peu de travail, et puis j'ai pas beaucoup de temps. Je dois aussi, moi, travailler pour vivre à côté, hein. C'est pas si facile.
Mais j'essaye de les faire le plus souvent possible, en général, d'un jour sur l'autre, essayer d'en faire une, mais bon, parfois il peut y avoir des jours qui sautent, hein, c'est ce qui arrive, mais vous m'en excuserez, et puis je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vos likes, hein, un petit pouce si vous pouvez, hein, en dessous, ça me fait plaisir, ça m'aide et ça m'encourage. Et puis des commentaires aussi, les commentaires c'est super, si je peux répondre, si vous avez des questions, si je peux répondre, c'est avec plaisir que je le fais. Et puis je suis content de voir que vous êtes quelques-uns, on est une petite communauté hein, underground, mais vous êtes quelques-uns quand même à apprécier ces petites vidéos qui sont loin d'être parfaites. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas génial, j'espère que le vent va pas perturber le son de la vidéo et que j'essaye de parler un peu plus fort, parce qu'on m'a dit, on s'est plaint, quelques amis se sont plaints que le son était un peu faible. Je vais essayer d'améliorer ça. Vous m'excuserez si c'est pas encore parfait, mais ça va venir. Et vous inquiétez pas, on va essayer d'améliorer tout ça. Allez les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.